Bonjour, ici Amélie Boivin-Enfield. Bienvenue à l'émission Quand je serai grand. Vous faites peut-être partie des milliers de personnes qui, à un moment dans leur vie, ont eu des difficultés d'apprentissage. Si c'est le cas, vous avez reçu l'aide d'un orthopédagogue. C'est le métier qu'on découvre cette semaine. Bonjour Mathis, Amélie de Quand je serai grand, ça va bien? Oui. Est-ce que tu sais quel métier on s'en va découvrir aujourd'hui? Orthopédagogue? Est-ce que tu as hâte? Oui. Ben viens-t'en, on y va! Moi, le métier que je veux faire, c'est être orthopédagogue. En ce moment, j'ai recours à une orthopédagogue. Donc, j'aimerais bien savoir comment on fait pour être rendu là, puis qu'est-ce qui nous aide à faire ça. Ça m'aide beaucoup à l'école. Fait que ça m'a donné envie de montrer ça à tout le monde, aux autres enfants qui en ont besoin. Bonjour, Amélie de Quand je serai grand. Bonjour Amélie. Je vous présente Mathis qui va être orthopédagogue. Salut Mathis. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Alors, il semblerait que tu voudrais être orthopédagogue plus tard? Oui. Alors aujourd'hui, j'aurai un privilège de te montrer en quoi consiste mon travail. Le métier de l'orthopédagogue, en fait, ça consiste à faire des interventions auprès soit des jeunes d'âge primaire, préscolaire, primaire. On a aussi des élèves du secondaire et ça peut aussi être des interventions qui vont être faites auprès des adultes. Des interventions d'ordre soit de dépistage. Donc, très tôt, on va être prêt, on va être dans les milieux scolaires, on va observer les jeunes qui vont rentrer au préscolaire pour s'assurer que les jeunes ont les prérequis de base pour être capables de commencer à faire les apprentissages scolaires. Donc, il y a un rôle de dépistage qui est là. Il y a un rôle de prévention aussi. Au niveau des apprentissages. Puis, en fait, il y a un rôle vraiment d'intervention. Donc, quand on voit que malgré, des fois, on va différencier la pédagogie, on va adapter, mais si on voit que malgré ça, on a des élèves qui, on dit que il y a des interventions d'ordre universel qui sont à peu près comme 80% de la clientèle. Normalement, des élèves devraient répondre aux interventions qui sont faites via l'enseignant en salle de classe et des fois l'appui de l'orthopédagogue. Au-delà de ça, il y a un 15% d'élèves, des fois, qui, on va appeler ça des interventions qui vont être supplémentaires. Donc, il y a des élèves qui vont résister un peu à ce type d'enseignement-là ou même à la pédagogie différenciée. Donc, on va leur donner du travail qui va être encore fait différemment, de façon plus constante et de façon plus précise, avec des stratégies différentes pour aller essayer de rejoindre ces élèves-là. Alors, Mathis, j'aimerais ça te demander qu'est-ce que tu connais du cerveau? Parce que moi, là, il y a un outil que j'utilise à tous les jours et à toutes les fois que je travaille avec les élèves, et c'est vraiment le cerveau. Ben, je connais le cerveau limbique, OK? des sentiments, Oui, dans le cerveau limbique, oui, on va parler des sentiments. puis il y a... Je sais pas comment ça s'appelle. Hey, attends, je l'ai, les dessins. Il y a 3 couches. Oui, il y a le cortex. C'est ça. Puis dans le cerveau reptilien, ben c'est vraiment là, c'est nos besoins de base. Hein? C'est besoin de bien dormir, de bien manger. Est-ce qu'on se sent en sécurité? Est-ce qu'on se sent bien? C'est vraiment l'instinct. C'est ce qui nous fait réagir spontanément. Oui, mais si on n'a pas celle-là, les autres ne marchent pas. Ils partent tous du reptilien. Oui, c'est ça, parce qu'on les a tous, mais tu as raison que si celui-là n'est pas comblé, ça va être difficile de passer aux autres niveaux. Dans le cerveau limbique, on dit, ben lui, c'est le boss de l'être, c'est les émotions. Tu sais, des fois, quand on a peur, quand on est stressé, quand on est anxieux ou quand on est trop énervé, bien ça c'est dans cette partie du cerveau-là, c'est le cerveau limbique. Donc, tu as raison, à ce moment-là, si c'est ici, là, je suis stressée, je suis nerveux, puis j'ai un examen à faire, bien pour aller faire mon examen, il faut que j'aille au niveau du cortex, il faut que j'aille chercher mes connaissances, puis c'est ici que sont logés tous mes apprentissages. Donc, si je suis nerveux, je suis anxieux ou j'ai peur ou j'ai pas bien mangé, j'ai mal dormi, je me sens pas bien, ça va être difficile d'aller chercher mes connaissances au cerveau puis faire mon examen. C'est dans ce cas-là qu'on a des blancs de mémoire. Exactement. Des trous de mémoire. C'est ça. Des trous de mémoire, ça peut arriver dans ces moments-là. C'est que là, le cerveau limbique, il est plein d'émotions puis on n'arrive pas à accéder à nos connaissances. Fait qu'à ce moment-là, il faut respirer,
Des fois là, on peut donner des feuilles justement blanches aux élèves. Juste avant un examen, là, on peut leur donner une feuille, puis on leur dit, là, vous allez vider sur cette feuille-là toutes les connaissances que vous avez. Parce que des fois, les jeunes vont étudier, puis là, quand ça va être le temps de l'examen, ils se retrouvent la tête pleine parce que des fois, ils ont étudié à la dernière minute. Et là, ils arrivent à faire leur examen, puis là, ils ne savent plus où aller chercher les informations. Donc, pour justement vider le limbique, pour se calmer, tu pourrais, sur une feuille, griffonner, écrire des mots-clés, des images de tout ce que tu te souviens par rapport à ta matière. Puis là, ça fait... Et là, tu te détends, puis tu peux faire ton examen. Quel genre d'élèves ont le plus souvent besoin de tes services? En fait, les élèves qui ont le plus besoin de nos services, ce sont les élèves qui vont avoir des difficultés en lecture, souvent. Tant au niveau, quand ils sont plus petits, au niveau du décodage de la lecture, des fois intégrer les syllabes, la fluidité dans la lecture aussi. Des élèves qui vont avoir de la difficulté au niveau de l'écriture, donc tant au niveau de la composition d'un texte que de la correction d'un texte. Donc aussi toute la partie grammaire qui, malgré qu'elle a été enseignée en salle de classe, qu'elle a été même différenciée, au-delà de ça, l'élève, si par exemple il n'arrive pas à se corriger ou à transférer les apprentissages qui ont été faits en salle de classe à travers ces activités, c'est des élèves qui vont souvent venir travailler en orthopédagogie avec nous. Des élèves qui vont avoir des difficultés en mathématiques aussi, la résolution de problèmes. C'est pas mal les élèves qu'on va retrouver en orthopédagogie. Donc, tout ce qui est relié avec lecture, écriture, mathématiques. Et il y a deux choses importantes aussi par rapport au cerveau. Ce que je voulais te montrer, c'est est-ce que tu connais les deux hémisphères du cerveau? Est-ce que tu sais qu'il y en avait deux, premièrement? Non. Ah, OK. Alors, il y a deux hémisphères, puis tu vois, ils sont séparés par une ligne, qui est la scissure interhémisphérique. Puis, ils ne se sont pas vraiment cassés la tête pour nommer chacun des hémisphères du cerveau. À gauche, c'est l'hémisphère gauche, puis à droite, c'est l'hémisphère droit. OK? Et là, je te le redonne parce que je vais te montrer quelque chose. Tu vois, d'un côté, l'hémisphère gauche du cerveau, OK? Donc, ton hémisphère gauche, c'est comme si ton cerveau regardait le tableau en ce moment, là. Donc, ton hémisphère gauche, c'est l'hémisphère qui va s'occuper de tout ce qui est la compréhension de lecture. Quand tu lis des textes, OK? Quand tu fais de la grammaire, quand tu fais des résolutions de problèmes, quand tu fais de l'écriture, quand tu fais de l'orthographe lexicale. L'orthographe lexicale, c'est les mots de vocabulaire. Est-ce que vous avez des mots de vocabulaire à apprendre à l'école? Oui. Bon. Bien, ça, c'est l'hémisphère gauche qui va s'en occuper. Puis la communication orale aussi. Donc, tout ce qui est les mots, c'est son rôle à lui, l'hémisphère gauche. Puis moi, l'hémisphère gauche, je l'appelle le détective. Parce que lui, il cherche les détails, puis il est assez méthodique et assez organisé aussi. OK? De l'autre côté, ton hémisphère droit, puis tu vois pourquoi je te parle de ça, parce qu'en orthopédagogie, je me sers beaucoup de ça. Les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage et qui vont venir en orthopédagogie sont des élèves qui vont y avoir comme un déséquilibre dans l'utilisation des deux hémisphères du cerveau. De l'autre côté, on va retrouver, tu sais, le théâtre. As-tu déjà fait ça, du théâtre, toi? Non. Non! En as-tu déjà vu? Une pièce de théâtre? Je pense, j'en ai déjà vu, je ne me rappelle pas. Avec des comédiens, je pense, je ne me rappelle pas. La musique, tu as déjà entendu la musique? Oui. Donc, le rythme de la musique, ça, c'est l'hémisphère droit du cerveau. Les arts plastiques, est-ce que tu en fais à l'école? Oui. Oui. Le sport, est-ce que tu en fais? Beaucoup. Beaucoup. OK. Puis ici, on va apprendre beaucoup avec les sens. OK? C'est important quand on apprend quelque chose, d'utiliser les yeux, les oreilles, d'utiliser les mains. Puis des fois, il y a des odeurs qui vont nous aider à apprendre quelque chose. Puis des fois, le goût aussi. OK? Goûter les choses. Donc, pour être efficace dans les apprentissages scolaires, c'est important de joindre les deux hémisphères du cerveau. Ça va? Oui. OK? Et tantôt, je te montrerai comment moi, j'ai trouvé une bonne stratégie pour faire ça. C'est quoi ta plus grande fierté quand tu travailles avec un élève? Quand j'arrive à un point où il y a quelque chose qui se passe, il y a les yeux brillent, où il y a « Ah, c'est ça! »
Là, je me dis, bon, tu sais, il a compris quelque chose, il a compris qu'est-ce que je voulais lui, où est-ce que je voulais l'apporter. Donc, c'est la lumière qui arrive dans les yeux, c'est le « Ah, c'est bon », tu sais, il y a quelque chose qui se passe, ça, c'est une grande fierté pour moi. J'aimerais ça te parler de tes mots de vocabulaire. Toi, comment tu fais pour les apprendre à la maison? Ben, premièrement, je regarde le mot. Après ça, je l'épelle. B-O-R-D, mettons. OK. Barré. Admettons que c'était le mot bar, là, Ouais. on dirait B-O-R-D. Puis là, quoi d'autre? Je le refais une deuxième fois. Donc, tu le redis encore? Mhm. OK. Puis après ça, je passe au prochain. OK. Puis toi, est-ce que tu les écris, tes mots? Non, ça, on doit les étudier pour faire des dictées. Ouais, c'est ça. Mais tu les écris pas pour les apprendre. Non. Parce qu'il y a des élèves, pour apprendre leurs mots de vocabulaire, qui vont faire comme toi. Ils vont dire bar. OK, bar. B-O-R-D. B-O-R-D. Puis là, ils vont le répéter dans leur tête. Puis il y en a qui vont l'écrire aussi. C'est des stratégies que la plupart des élèves vont utiliser. Moi, en orthopédagogie, j'ai réalisé que ce genre de stratégie-là, pour les élèves qui avaient des difficultés d'apprentissage, c'était pas vraiment efficace. Ça les aidait pas beaucoup. Alors, j'ai créé une nouvelle stratégie qui va aller chercher beaucoup ton hémisphère droit, ton fou du roi. Parce que B-O-R-D, l'épeler puis le réécrire, c'est beaucoup ton détective, ça. Puis on le sait que les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, ils ont une grande force de l'hémisphère droit. D'ailleurs, toi, tu m'as dit que tu étais un gars qui aimait ça bouger, tu aimais ça écouter de la musique, OK? Donc, tu as quand même une force de ce côté-là. De l'art plastique, tu en fais aussi, OK? Donc, on va aller chercher ton fou du roi ici. Ce qui fait que, par exemple, pour le mot « bar », ce que j'ai trouvé d'efficace jusqu'à maintenant, c'est qu'on va aller transformer les lettres qui, parfois, sont plus difficiles pour certains élèves. On va aller les transformer en images. Par exemple, quand celui-là, je l'ai fait avec une élève, c'est jamais moi qui décide de qu'est-ce qu'on va dessiner. C'est toujours l'élève qui trouve une idée avec son image. Fait qu'ici, elle, ce qu'elle disait, c'est « bord », bien, ça me fait penser à si j'étais sur le bord d'un précipice. Donc, avec le O, elle a fait comme une mare. Le R, elle était comme en haut de la montagne. Puis le D, elle a transformé le D avec la queue du crocodile, par exemple. Donc, ce qui fait que là, je viens chercher une image de mon mot, ce que je ne vais pas chercher quand je l'épelle comme ça. Et là, quand après ça, elle révise son mot, bien, elle révise avec l'image, puis là, elle va dire « bar ». Puis là, moi, au lieu de lui dire « OK, épelle-moi le mot « bar », je vais lui dire « dans le mot « bar », qu'est-ce que tu avais dessiné? » Puis là, qu'est-ce que tu répondrais, mettons? Un crocodile. Avec quelle lettre? D. OK. Qu'est-ce que j'avais dessiné d'autre? Le R, c'était quelqu'un qui était en haut d'un précipice. Puis le O, c'était une flaque. Oui, c'est ça. OK? Donc, je vais amener l'élève à me parler des images au lieu de dépeler les lettres du mot. C'est parce que ça ne les aide pas beaucoup. Chaque élève a son style d'apprenant, il a sa façon de fonctionner, puis il faut être capable de s'ajuster à ça, puis partir de l'élève, puis de l'amener vers des nouvelles stratégies, que de nous essayer d'imposer des stratégies à un élève. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe dans sa réalité avant de lui faire, avant de lui présenter ma réalité ou une réalité qui va peut-être lui amener quelque chose de nouveau, de différent ou de plus bénéfique au niveau de ses stratégies. Le mot « lait ». OK, on va commencer par le voir comme ça. Épelle-moi le mot « lait » à l'endroit. L-A-I-T. OK, maintenant, épelle-le à l'envers. T-I-A-L. Oui. Ce que je trouve génial, c'est que dans tes yeux, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Je l'ai mémorisé juste quand je l'ai vu. Mais moi, je dis que tu l'as vu, ton mot. Parce que quand tu l'as épelé, là, tes yeux sont allés par en haut. Donc, tu es allé rechercher l'image du mot. Ça, c'est génial. Puis quand j'arrive à amener les élèves à voir les choses en haut, ça veut dire que, je les ai amenés dans les images et c'est ça mon objectif.
c'est de les sortir des lettres toujours puis de les amener vers quelque chose de plus visuel. Alors là, j'ai le goût de vous faire vivre à tous les deux une petite expérience comme ça pour s'amuser, pour aller voir comment votre mémoire de travail, elle fonctionne. Ça veut dire de quelle façon, combien de mots est-ce que tu es capable de retenir, puis aussi comment, peut-être que tu as déjà des stratégies pour comment tu vas faire pour les mémoriser, ces mots-là. Alors moi, je vais vous donner une feuille sur laquelle il y a 10 mots. OK? Donc, vous allez lire chacun des mots. OK? Vous allez utiliser la stratégie que vous voulez. Mais l'objectif, c'est que dans 1 minute, je vais enlever la feuille et puis je vais laisser un petit peu de temps entre les deux pour te jaser d'autres choses. Puis ensuite, je vais te demander d'écrire les mots que tu te souviens. Puis là, c'est pas important pour moi si vous faites des erreurs d'orthographe. Moi, ce que je veux savoir, c'est la quantité de mots que vous êtes capable de vous souvenir. Ça va? OK. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui? OK. Alors, voici. Quand tu es prêt, tu tournes la page. Puis là, vous mémorisez. On y va! C'est là que je me rends compte que moi, je suis visuelle. Je vais vous donner tout de suite une feuille. Puis vous allez écrire sur cette feuille les mots dont vous vous souvenez. Est-ce que tu copies sur moi? On y va? Oui, allez-y. C'est bon. Dis-moi donc, toi, ta stratégie pour mémoriser les mots, c'était quoi? Premièrement, bon, allez vérifier si vous aviez... C'est ça que je cherchais. Celui-là? Celle-là puis celle-là. Puis il restait aussi celle-là que je trouvais. Ah, donc, les Je les 3 avais dans ma derniers. tête. Puis lequel, l'autre qui te manque? Lapin, ici? Ouais. Donc, il a retenu, en fait, tout ce qui était plus au centre de la page. Puis, le dernier, c'est souvent le premier puis le dernier, on s'en souvient, on se souvient le cœur, mais on oublie un peu entre les deux. OK? Donc, toi, c'est comme ça que tu les as mémorisés. Ta stratégie, c'était quoi? Que je me gardais toujours dans ma tête. Mais qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Moi, je les avais placés à des différents endroits. Pour ça, j'essayais juste de les retrouver. As-tu fait des liens entre les mots? Ou tu as essayé de les mémoriser par cœur? Par cœur. Par cœur. Dans l'ordre ou dans le désordre? Désordre. Dans le désordre. Tu y allais un peu partout. Hein? Oui, c'est vrai, je voyais tes yeux qui montaient, qui redescendaient, qui montaient, qui redescendaient. Donc, tu n'avais pas vraiment un ordre spécifique que tu utilisais. Puis Amélie, toi? Moi, c'est les images. Automatiquement, je voyais des images, mais j'ai fait le lien. Je me rappelais d'orange, mais oreiller, j'étais pas sûre. Puis tout de suite, j'ai fait le lien entre orange et oreiller. Ah oui? Oui. OK. À cause du début du mot, peut-être, je sais pas. Le lien, OK. Ouais, les deux qui me manquaient, moi, c'est épingle puis panier. Tant que Épingle. l'image n'était pas assez claire dans ma tête. Épingle, panier. OK. Puis est-ce que tu les as mémorisés en faisant des liens entre les images, entre les Non, mots? aucun ou- lien. Aucun Aucun lien, lien. juste descendu comme ça la liste. Oui. OK. C'est bon. Puis là, toi, tu en aurais eu 8? Oui. Puis Amélie? 10. Oh, génial, félicitations! Là, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que vous êtes capable de faire mieux avec des images? OK, on va essayer ça. On va voir si votre cerveau est meilleur avec des images. Les principales qualités qu'on doit avoir, à mon avis, premièrement, c'est l'écoute. Parce que au-delà de l'élève, il y a un être humain en arrière. Il y a un être humain avec des émotions, avec un fonctionnement qui est là. Et l'écoute active, à essayer de comprendre comment il fonctionne, cet individu qui est en avant, ça, c'est la première qualité à avoir. D'être observateur, c'est une autre qualité aussi. Observer non seulement comment il va travailler, mais dans son non-verbal aussi, dans les mots qu'il va dire, il y a des choses qui vont passer là et on doit aller chercher ces petites choses-là puis les intégrer dans nos interventions. Et je crois que la créativité, c'est une qualité aussi qu'un orthopédagogue doit avoir parce que
On est appelé à inventer, à créer des stratégies qui n'existent pas. La plupart du matériel avec lequel je vais utiliser avec les élèves, pour chaque élève, ça va être différent ce que je vais utiliser. Il va y avoir une base commune parfois, mais ça va être différencié pour chaque élève. Alors, quand tu es prêt, tu tournes la feuille, là, on va mémoriser les images, on va voir si vous êtes maître. Prêt? Vas-y. Alors, allez-y, vous allez pouvoir écrire les images que vous vous souvenez. Dis-moi, est-ce que tu as utilisé la même stratégie avec les images qu'avec les mots? Est-ce que tu y allais en regardant un peu au hasard? Qu'est-ce que tu as fait cette fois-ci? J'arrêtais pas de cligner des yeux, puis ça faisait un peu prendre des photos. Ça, c'est un truc que j'avais appris en première année. OK. Puis quand tu clignes des yeux, est-ce que l'image, elle vient vraiment s'imprégner dans ta tête? Parce qu'il y en a qui font clic et ils disent qu'ils prennent une photo, mais l'image n'est pas là. Ben moi, ça me rentre, là. C'est de les prendre 2 par 2. Ah, de les prendre 2 par 2? Ah, ça, c'est une bonne stratégie. Donc, quand tu fais des groupes, tu viens économiser de l'espace dans ton cerveau. Hein? Puis c'est la même chose avec les mots. Tantôt, tu les as appris un peu tout mélangés, mais si tu avais fait des groupes, par exemple, le lapin a coupé une orange avec un couteau. Là, ça me donne l'image d'un lapin, je le vois avec un couteau dans sa main, puis il y a une orange qui est là. Donc, ça m'amène une image. Comme le lapin avec un couteau, moi, j'imagine pas trop ça. Mais j'imagine le lapin prend un couteau et il coupe le genou. Ah ouais, OK, ben ça pourrait être ça aussi. Combien d'années d'école doit-on faire pour être orthopédagogue? On doit faire au préalable 4 années à l'université, au baccalauréat, au préalable, comme prérequis. Et si on veut poursuivre, après, il y a des cours de deuxième cycle qu'on va appeler, donc pour aller faire une maîtrise en orthopédagogie. Donc là, on va aller plus pointu au niveau, par exemple, des outils d'évaluation qu'on va utiliser pour évaluer les jeunes quand ils ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Alors, Mathis, il y a des petits objets qu'on peut utiliser parfois en orthopédagogie ou ailleurs. Ça peut même être à la maison aussi. Les parents peuvent même avoir ces objets-là à la maison. Présentement, tu es assis sur un ballon bleu. Alors, ce ballon-là, il y a plusieurs enseignants maintenant qui vont les utiliser dans leur salle de classe. Tu pourras en avoir un chez toi aussi si tu veux. Mais c'est un ballon qui va permettre aux enfants de garder contact avec leur corps. Puis des fois, ils ont besoin de bouger un petit peu. Donc, le ballon est quelque chose qui est quand même assez confortable, mais qui bouge sans faire bouger une chaise. Ensuite, il y a des élèves qui, des fois, pendant l'enseignement, ont certains besoins kinesthésiques, de jouer avec quelque chose. Donc ça, c'est un objet qu'on va utiliser qui a comme des petites billes dedans, puis qui n'est pas vraiment bruyant. Puis il y en a d'autres qu'on peut bouger aussi. Donc, pour certains élèves, c'est quelque chose qui va être efficace, mais pour d'autres élèves, ça va les distraire. Donc, il faut s'assurer que l'objet va vraiment être quelque chose que je vais utiliser pendant que j'écoute mon enseignante, exemple, puis que il va me permettre d'être plus attentif. Pour des élèves qui vont avoir des difficultés au niveau de la préhension du crayon, il existe différentes grosseurs de crayons qu'on peut avoir. OK? Donc ici, c'est un plus gros crayon, tu peux le mettre entre tes doigts. Et il y a différentes prises de crayon qu'on va avoir ici, qu'on va mettre, en fait, il y en a un ici avec une prise plus triangulaire. Donc pour aider les élèves à placer les doigts correctement sur le crayon. Celle-là, ça ici, c'est, en fait, il y a des petites billes à l'intérieur, puis ça a un effet plus apaisé. Donc tu peux le mettre sur tes épaules, sur tes genoux. As-tu parfois des remises en question? Oui, j'ai souvent des remises en question, mais ça dépend à quel niveau. Mais je dirais que j'ai souvent des remises en question, pas par rapport au travail que je fais, mais par rapport je vais toujours remettre en question les stratégies que je vais apporter aux élèves. Bon, est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que je peux aller chercher quelque chose de plus efficace?
Donc, je vais aller faire des lectures, je vais aller faire des recherches, je vais communiquer avec d'autres personnes, avec d'autres professionnels aussi, que ça peut être soit des psychologues ou des orthophonistes. Je vais aller chercher d'autres expertises pour essayer d'être le plus efficace possible. Donc, ma remise en question, elle est toujours plus dans le but de comment je peux être une meilleure orthopédagogue ou comment je peux apporter quelque chose de plus à mes élèves. Puis la dernière chose que je voudrais te montrer, bien, ça, c'est un outil qu'on peut avoir à l'école, qu'on peut utiliser aussi à la maison. Ça s'appelle un time timer. C'est une minuterie. Fait que des fois, même pour les routines à la maison, on ne sait pas trop ça prend combien de temps. Ou on dit, tiens, bon, je me donne 15 minutes pour étudier mes mots de vocabulaire, par exemple. Bien là, ça va descendre. Mais c'est que visuellement, parce qu'on a parlé un peu tantôt que les images sont importantes, puis le visuel, c'est important. Donc, je vois 15 minutes, ça ressemble à quoi en termes de temps? Fait que là, ça descend tranquillement jusqu'à temps que ça aille faire un bip. En terminant, Julie, est-ce que vous auriez un conseil à donner à Mathis? Le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est premièrement de continuer à travailler tes stratégies d'apprentissage. Parce que déjà, depuis que tu es petit à l'école, c'est sûr que tu travailles tes stratégies, mais continue parce que plus tu vas en découvrir des nouvelles, plus tu vas être meilleur pour aider les autres après. Puis si vraiment c'est ça que tu veux faire au fond de toi, bien, je te dirais, fonce puis réalise tes rêves. Bien, merci, Julie. Hey, merci, Amélie. Puis merci, Mathis. Ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer. Ça a été un privilège pour moi. J'espère qu'on se reverra. Bye-bye. Bye. Je vais vous accompagner. Moi, je vais toujours faire ce métier-là. Je vais suivre les conseils de Julie. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé aujourd'hui? C'est de pouvoir tester le matériel d'orthopédagogie. Je me considère chanceux d'avoir été choisi pour faire ça. Puis je dis merci beaucoup à Julie. Je vais suivre ses conseils. Est-ce que tu entends ma voix? Quoi?